Les grandioses cités mayas. Elles sont l'œuvre d'une civilisation brillante. Les Mayas étaient de grands ingénieurs, architectes et créateurs. Pendant 3000 ans, les anciens Mayas ont dominé l'Amérique centrale. Leurs souverains ont érigé des temples immenses et fondé de puissants royaumes. Les élites menaient une vie très privilégiée, mais elles devaient en payer le prix. Pourtant, leur civilisation reste enveloppée de mystères. Qui étaient les Mayas? Comment vivaient-ils? Comment mouraient-ils? Pendant 2 ans, des scientifiques et des archéologues mènent une enquête inédite. Grâce à la technologie spatiale, ils vont chercher la dépouille d'un roi dissimulé dans un temple étrange. Je suis sûr qu'il y a une tombe royale juste à côté de cette chambre. Ils vont sonder la jungle afin de déterminer la véritable ampleur des cités mayas. On ne se doutait pas qu'elles étaient si grandes. Et ils vont utiliser des instruments géologiques de pointe pour comprendre l'effondrement de cette civilisation. Quelque chose est arrivé qui a fait que la vie s'est arrêtée. Afin d'élucider les mystères de cet ancien monde, nous allons reconstituer les royaumes mayas en 3 dimensions et explorer des tombes royales éblouissantes pour faire la lumière sur la vie et la mort des anciens mayas. Du 3e millénaire avant notre ère jusqu'à sa disparition au XVIIe siècle, la civilisation maya s'est établie en Amérique centrale. Elle est pionnière dans les domaines de l'art, de l'architecture, de l'écriture et des mathématiques. À son apogée, la civilisation maya occupe une aire culturelle de plus de 340 000 km². À l'image de la Grèce antique, cet immense territoire comprend des dizaines d'États indépendants, dirigés chacun par un roi influent. L'archéologue David Sedat étudie les Mayas depuis plus de 40 ans. Il cherche à comprendre les secrets de leur prospérité. Ils avaient mis au point un système numérique et des observations astronomiques très précises. Construit d'immenses pyramides et plateformes. À tout point de vue, les Mayas étaient très avancés. Quels étaient leurs modes de vie et leurs rites funéraires? Et pourquoi une civilisation si développée a-t-elle disparu? Pour tenter de répondre à ces questions, une équipe de chercheurs japonais se rend sur l'un des sites mayas les plus importants d'Amérique centrale. À Copan, au Honduras. Entre le 5e et le 9e siècle, Copan est une cité puissante qui compte jusqu'à 28 000 habitants. Des temples imposants aux couleurs vives se dressent à 30 mètres au-dessus de la jungle. La cité est organisée autour de grandes places dominées par de hautes sculptures, d'esplanades réservées aux événements sportifs et aux cérémonies, et d'escaliers somptueux. Pendant près de 500 ans, Copan est la capitale d'un vaste royaume de 350 km², dirigé par 16 rois d'une même dynastie. Pourtant, malgré l'héritage colossal laissé par ces rois, leur histoire reste méconnue. Comment ont-ils accédé au pouvoir? Et quels événements ont provoqué leur chute? Pour le savoir, l'équipe de chercheurs se prépare à effectuer une expérience inédite, sous la direction de Seiichi Nakamura. L'objectif est d'élucider enfin cette énigme archéologique. La région de Copan, sur laquelle on va se concentrer pour l'instant, est liée à une période de la dynastie dont on ne sait pas grand-chose. Les temples de la cité pourraient renfermer de précieux indices. Notamment celui-ci, le très mystérieux
temple 11. Achevé vers l'an 769, il abriterait la sépulture de l'un des 16 rois de Copan. Les archéologues cherchent les tombes de la dynastie depuis près de 200 ans. Mais à ce jour, seules 8 d'entre elles ont été retrouvées. Découvrir une nouvelle tombe pourrait fournir des informations essentielles sur la chute de ce royaume. Si nous avions une idée plus précise de l'histoire de cette dynastie, cela nous permettrait de savoir pourquoi elle a été fondée ici à Copan et ce qui a bien pu précipiter sa chute après toutes ces années au pouvoir. Grâce à une technologie spatiale appelée myographie, l'équipe espère trouver une tombe cachée à l'intérieur du temple. En 2017, les Japonais ont utilisé cette même technologie pour sonder la pyramide de Khéops en Égypte. Les images ont révélé une chambre encore inexplorée. Cette fois, ils misent sur une découverte encore plus spectaculaire. Lorsque les rayons cosmiques frappent l'atmosphère terrestre, ils créent des pluies de particules subatomiques appelées muons. Ces particules traversent la matière. Elles peuvent révéler la présence de cavités invisibles aux rayons X dans des structures de grandes dimensions. Les scientifiques comptent ainsi découvrir de nouvelles chambres parmi les vestiges de grands monuments historiques. L'équipe japonaise va utiliser la myographie pour chercher une sépulture royale dans le temple 11. Si l'expérience fonctionne, toutes les tombes disparues des rois de Copan pourraient être localisées. Si nos analyses nous fournissent une image nette de la structure interne, on pourra réaliser des fouilles moins invasives et plus efficaces. Une tombe royale contiendrait non seulement de précieuses informations, mais également des trésors inestimables. Une telle découverte est le rêve de tout archéologue. Et parfois, ce rêve devient réalité. À 420 km au nord-ouest de Copan se trouve Palenque, au Mexique. Rodrigo Liendo étudie cette cité maya depuis plus de 25 ans. Nous sommes sur la grande place de Palenque. C'était la capitale d'un immense royaume situé dans les plaines du Nord-Ouest. Elle est célèbre pour son architecture exceptionnelle. Entre le 5e et le 9e siècle, Palenque contrôlait un territoire de près de 130 km² et comptait plus de 7000 habitants. Au cœur de la cité se dressait le temple des inscriptions, achevé vers l'an 683. Large de 60 mètres à la base et haut de près de 30 mètres, c'est l'un des monuments les plus grandioses de la civilisation maya classique. La fonction de ce monument est restée un mystère pendant des siècles. Les historiens croyaient qu'il servait uniquement à des fins cérémoniales et rien d'autre. En réalité, ce temple recelait bien d'autres secrets. En 1950, l'archéologue mexicain Alberto Ruz Luillier remarque des bouchons de pierre insérés dans une grande dalle. On s'est longtemps interrogé sur le rôle de ces bouchons de pierre. En fait, ils permettaient d'obstruer des trous, pratiqués dans les deux dalles principales. Ces disques sont également percés de trous plus petits. En passant une corde entre deux orifices, les archéologues parviennent à soulever la dalle. Ils ont fait une découverte incroyable. La première marche d'un escalier qui descendait sous le temple. 2 années de fouilles ont été nécessaires pour déblayer cet escalier.
Plus les archéologues creusaient, et plus leurs espoirs grandissaient. Chaque marche les rapprochait de l'incroyable découverte qui les attendait. En bas de l'escalier s'étend une galerie. Et à l'extrémité de cette galerie, au cœur de la pyramide, se cache un tombeau. Au centre du tombeau se dresse un énorme sarcophage de calcaire, dont le poids est estimé à une vingtaine de tonnes. Il est si imposant que le temple a sans doute été construit autour. Sous une stèle gravée d'inscriptions complexes, gît le corps d'un homme couvert de bijoux et d'ornements précieux. Lorsqu'on a pu déchiffrer les inscriptions du tombeau, l'identité du défunt est apparue. Kinish Janab Pakal Ier, dit Pakal le Grand. Il a régné de 615 jusqu'à sa mort en 683. Pakal le Grand est le roi le plus important de l'histoire de Palenque. Son règne correspond à une période de paix et de progrès exceptionnels en matière d'architecture et d'artisanat. Il a conduit Palenque au sommet de son influence politique. Les objets funéraires découverts dans le sarcophage de Pakal donnent un aperçu de ce que l'équipe japonaise pourrait à son tour découvrir. Pakal a été inhumé avec des bijoux précieux en jade, des coquillages et un masque mortuaire somptueux. Le masque est entièrement vert. Il est en jade pur de la plus belle qualité. C'est une pièce d'artisanat inestimable. Sans doute l'une des œuvres d'art les plus spectaculaires réalisées par les Mayas. La splendeur et les richesses de ce tombeau font les gros titres du monde entier. La découverte du tombeau de Pakal a été l'un des événements archéologiques les plus importants du siècle dernier. Elle a véritablement tout changé. Les recherches inédites entreprises à Copan pourraient conduire à une sépulture encore plus somptueuse. C'est du moins ce que semblent indiquer de mystérieuses inscriptions partout dans la cité. L'archéologue René Viel étudie Copan depuis 40 ans. Les archéologues ne savaient même pas ce que représentaient ces glyphes, si c'était relié à un langage. C'était très frustrant, évidemment, pour les archéologues d'avoir à disposition tous ces glyphes qui étaient là et qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Les archéologues savent que déchiffrer ces inscriptions leur ouvrira de nouvelles portes sur la civilisation maya classique. Mais elles sont impossibles à décrypter. Ce qu'ils ne pouvaient pas lire, ils étaient convaincus que cela avait à voir avec la religion. Ce qu'on ne peut pas comprendre, eh bien, on dit que c'est la religion. C'était quelque chose que faisaient toujours les archéologues. L'archéologue Panos Kratimenos veut en savoir plus sur ces mystérieux glyphes. Il consulte un ouvrage ancien, daté d'environ 800 ans, le Codex de Dresde. Avant la conquête espagnole, on trouvait sans doute des milliers de ces livres chez les Mayas. Un certain nombre n'a pas survécu à l'épreuve du temps. Mais la majeure partie a été brûlée par les conquistadors espagnols, qui les considéraient comme de l'idolâtrie et l'œuvre du diable. Seuls 4 manuscrits ont pu être sauvés. Pendant des siècles, les historiens ont cru qu'ils étaient la clé qui leur permettrait de comprendre enfin la culture maya. On a de magnifiques dessins de personnes, d'animaux, de divinités surnaturelles, mais ils sont entourés de symboles. Pendant longtemps, on n'a pas su ce qu'ils voulaient dire. Il a fallu plus d'un siècle à des dizaines de spécialistes pour déchiffrer ces manuscrits. Quand enfin ils y sont arrivés, ils ont découvert un système d'écriture extrêmement complexe. Les langues occidentales utilisent un alphabet à 26 lettres pour former des mots.
L'écriture chinoise se sert d'environ 50 000 idéogrammes qui représentent des mots entiers ou des concepts. L'écriture maya comporte 800 glyphes organisés en double colonne qui se lisent de gauche à droite. Ils représentent à la fois des syllabes et des mots entiers. Ainsi, le mot Balam, qui signifie panthère, peut être représenté par un symbole, par 3 syllabes distinctes ou par une association des deux. Déchiffrer les textes mayas est l'une des grandes avancées archéologiques du XXe siècle. Encore aujourd'hui, on ne comprend que 85% de ces glyphes. Mais ce qu'on sait a déjà bouleversé notre connaissance des Mayas. À Copan, René Viel aimerait savoir ce que ces inscriptions révèlent sur les rois de la cité. Les textes que nous pouvons lire sont surtout des textes historiques qui parlent de l'histoire du site. Les glyphes racontent la vie des rois de Copan, de leur naissance à leur mort, ponctués par des événements marquants. Ce sont aussi des textes de propagande à leur gloire et commandés par les souverains eux-mêmes. L'un de ces rois repose peut-être dans le temple 11. L'équipe japonaise se prépare à pénétrer dans le monument. Vous ne mettez pas de casque? C'est facile de se cogner la tête ici. Il a raison. Plus facile que dans une pyramide égyptienne. Seiichi Nakamura est convaincu qu'une sépulture royale se cache quelque part. On y va. Mais ce temple est immense. Et la tombe peut être n'importe où. Cette galerie semble idéale pour entreposer le matériel de myographie et commencer les recherches. On va commencer par là. Tout au fond. Les chercheurs doivent s'assurer que les plaques avec lesquelles ils travaillent sont orientées dans la bonne direction, sous peine de passer à côté de la tombe. Parfait. C'est exactement la bonne taille. On la fixe? Il n'est pas certain que leur matériel fonctionne ici. La dernière fois qu'ils s'en sont servis, c'était dans le désert égyptien, en milieu aride, alors que Copan se trouve au cœur d'une jungle tropicale. Quelle est la température? 26,5 degrés. Et le taux d'humidité? 95%. Et il continue à monter. La poussière, la chaleur et l'humidité rendent leur travail difficile. Mais Seiichi Nakamura est optimiste. Il est certain que la tombe n'est pas loin. Si elle est là, elle est droit devant nous ou au-dessus de nous. À mon avis, elle est devant nous en diagonale. Découvrir la tombe d'un roi de Copan pourrait aider à comprendre l'ascension et la chute de ce puissant royaume. David Sedat poursuit lui aussi ses recherches. Il s'intéresse à un autel en pierre sculptée sur la Grand Place. Il représente les 16 rois de Copan à l'âge d'or de la cité. Il y a 4 rois sur chaque côté, à commencer par celui-ci, Yashkukmo, le fondateur de la dynastie, jusqu'au dernier souverain de Copan, le 16e roi. Pour tenter d'en apprendre plus sur ces rois mystérieux et leurs origines, il explore les ruines de l'acropole. Ce complexe de temples et de palais aurait été construit entre le 5e et le début du 9e siècle. L'acropole devait être une impressionnante citadelle surélevée, où les Mayas se livraient à des rites grandioses et spectaculaires. D'après lui, ce complexe abriterait la sépulture de l'un des 16 rois de Copan. Son équipe d'archéologues a passé 15 ans à creuser sous l'acropole dans l'espoir de confirmer cette hypothèse.
C'est important de trouver des tombes, car ce sont comme des capsules temporelles. Elles contiennent des preuves de la véritable histoire de Copan. Après avoir creusé 3 km de galeries, l'équipe fait une découverte extraordinaire. Enfoui sous l'acropole se cache un temple aux couleurs vives daté du VIe siècle. Et sous le temple, David Sedat découvre un dédale de sépultures. Dans l'une d'elles se trouve un squelette allongé sur une dalle de pierre, au milieu d'offrandes luxueuses. Parmi ses trésors, un grand pectoral en jade, une bague au motif complexe, des boucles d'oreilles et 4 dents ornées de jade. Tous ces objets datent du 5e siècle. L'homme enterré ici devait être riche et puissant. En cherchant des indices sur son identité, l'équipe de David Sedat fait une autre découverte. Regardez, Une magnifique sculpture représentant 2 oiseaux. cette pièce nous a tout de suite interpellés, car elle est composée d'un côté d'un énorme quetzal vert et de l'autre d'un grand ara rouge écarlate. C'est le nom complet du fondateur de Copan, Ara Quetzal Vert le premier. Pour David Sedat, cela ne fait aucun doute. Il s'agit de la tombe du premier roi de Copan. L'analyse du squelette révèle un détail surprenant. Cet homme n'était pas originaire de la région. Cette formidable dynastie aurait donc été fondée par un étranger qui aurait pris le pouvoir au 5e siècle. Nos recherches ont démontré que les Mayas avaient écrit ici leur véritable histoire. Cette découverte a probablement été le couronnement de ma carrière d'archéologue. David Sedat n'est pas au bout de ses surprises. En poursuivant ses fouilles, il découvre une autre tombe toute proche. À notre grande surprise, c'était la tombe d'une femme qui avait été enterrée avec un trésor exceptionnel composé de bijoux en jade, de perles géantes et de poteries. C'est l'une des sépultures mayas les plus riches jamais découvertes. La richesse du trésor funéraire et la proximité avec la tombe du fondateur de la dynastie indiquent qu'il s'agit sans doute de son épouse. L'analyse des ossements montre que cette femme était originaire de la région. Le premier roi de Copan aurait donc accédé au trône par alliance. Qui était-elle? Une simple épouse ou bien une reine? La richesse de sa tombe indique que les femmes pouvaient devenir incroyablement riches et puissantes par elles-mêmes. Le premier roi et son épouse sont 2 des 8 dépouilles royales retrouvées à Copan. Au moins la moitié des membres de la dynastie restent introuvables. Au fond d'une galerie, David Sedat découvre une autre structure ancienne. C'est un temple de 13 mètres de hauteur, autrefois peint en rouge vif. Une inscription révèle qu'il a été construit au VIe siècle, environ 200 ans avant le monument extérieur. L'équipe s'inspire de sa couleur pour le surnommer Rosalila. La vraie surprise a été de découvrir que la structure Rosalila a été enterrée alors qu'elle était intacte. Elle a été volontairement enterrée par des dirigeants ultérieurs. Lorsqu'un roi maya prend le pouvoir, il fait ériger un nouveau temple, plus grand et plus beau que celui de son prédécesseur. Mais les temples ont sans doute une autre fonction. Ils pouvaient être construits face au soleil couchant ou face au soleil levant.
En fait, ils servaient d'horloge astronomique, car l'évolution du lever et du coucher du soleil au fil des années comptait beaucoup pour les Mayas. Pourquoi l'astronomie est-elle si importante pour eux? Panos Kratiménos cherche la réponse dans le Codex de Dresde. L'un des grands thèmes du codex est l'observation des corps célestes dans le ciel. Ici, on voit une série de nombres. Un point est égal à 1, un trait est égal à 5, et ce signe en forme de coquillage représente le 0. Le Codex est comme un almanach. Il permet de compter le nombre de jours avant un événement comme l'équinoxe ou la pleine lune. Cela montre que les Mayas étaient de grands astronomes. Ils étaient capables de suivre des objets dans le ciel avec une extrême précision, aussi bien, si ce n'est mieux, que ce qu'on fait aujourd'hui. Tout cela sans la technologie moderne comme le télescope. Établir un calendrier précis permet aux Mayas de choisir les jours propices aux rites et cérémonies. C'est également un moyen efficace de nourrir une population très nombreuse. La région est soumise aux saisons, avec une saison des pluies et une saison sèche bien définie. Savoir à quel moment semer et récolter est essentiel pour permettre à une civilisation de prospérer. Beaucoup des temples mayas ont ainsi une double fonction. Ils servent de monuments funéraires pour les rois et les reines et de repères temporels pour les astronomes. Copan. Alors que l'équipe japonaise poursuit ses recherches dans le temple 11, René Viel examine l'un des plus célèbres monuments de la cité, l'escalier hiéroglyphique. Il a été construit au 8e siècle. L'escalier hiéroglyphique est évidemment le monument le plus important de Copan et certainement l'un des plus importants de tout le monde maya, pour la simple raison que c'est le texte hiéroglyphique le plus long que l'on connaisse. Cet escalier de 21 mètres de hauteur compte 63 marches ornées de 2200 glyphes soigneusement sculptés. Il raconte l'histoire de Copan et de ses rois. Cet escalier hiéroglyphique avait été commencé par le XIIIe roi. Il n'a pas eu le temps de finir ce monument parce qu'il est mort de façon tragique. Et c'est donc son petit-fils, le XVe roi, qui a achevé cette construction. Après l'assassinat du roi par un rival, Copan sombre dans la décadence. Le XVe roi entreprend de grands travaux dans la cité pour lui rendre sa splendeur. Un immense monument en son honneur se dresse à l'entrée du temple 11. Le temple 11 fait partie de la remodélation de toute la partie sud de la Grande Place. Et nous savons que c'est donc le XVe roi qui a fait cette remodélation. Et donc il y a toutes les chances que ce soit lui qui soit enterré là. C'est donc la tombe du XVe roi que l'équipe japonaise chercherait à localiser. Que pourrait-elle révéler sur ce chapitre sombre de l'histoire de Copan et sur les guerres que se livraient les royaumes? Sur le site de Tikal, au Guatemala, les archéologues ont découvert des informations sur les relations politiques entre les cités. Tikal a prospéré pendant plus de 1000 ans. À son âge d'or, au 8e siècle, elle aurait compté 60 000 habitants. L'archéologue Edwin Roman étudie la civilisation maya depuis plus de 20 ans. Les premiers explorateurs sont arrivés à Tikal il y a plus de 100 ans. Depuis, de nombreuses fouilles archéologiques ont été organisées sur le site. On croyait avoir déjà tout découvert. Ils avaient tort, car aujourd'hui, une technologie issue de la recherche spatiale est en train de révolutionner l'archéologie.
le lidar. Cette télédétection par laser permet de sonder la jungle depuis le ciel afin de localiser des formes cachées sous les arbres. Des chercheurs du projet Pacunam Lidar Initiative ont ainsi analysé plus de 2000 km² de forêt guatémalienne. Leurs lasers ont détecté des milliers de temples et monuments mayas dont personne ne connaissait l'existence. Avant, on ne voyait que les bâtiments de grande taille. Maintenant, on voit tout. Le plus étonnant, c'est l'étendue de ces cités. On ne se doutait pas qu'elles étaient aussi grandes. Ce projet d'une envergure inédite a permis de découvrir 60 000 monuments et d'établir que la population maya dépassait les 10 millions d'habitants. C'est 10 fois plus que les estimations précédentes. Les images ont aussi révélé des routes tracées entre plusieurs cités. Ces images nous apprennent que certaines cités étaient amies et reliées par des routes. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Certains rois mayas forgent des alliances pour étendre leur influence. Mais d'autres ne sont pas si amicaux avec leurs voisins. C'est le mur de Tikal. Il s'étend à travers toute la forêt et fait tout le tour de la cité. Ce gigantesque mur défensif prouve que les habitants de Tikal ne sont pas accueillants envers les étrangers. Ils font même tout pour éviter une invasion. On a toujours cru que les Mayas étaient un peuple paisible. Aujourd'hui, on se rend compte de l'énergie qu'ils dépensaient pour se protéger. Ce que nous montre cette image, c'est que le paysage de Tikal incarnait la peur. C'est une révélation. Dans le monde maya, la guerre est donc monnaie courante. De nombreux royaumes sont en conflit avec leurs voisins, parfois pendant des siècles. Edwin Roman pense découvrir grâce au lidar de quoi les habitants de Tikal avaient peur. Quand on a analysé cette image, on a découvert une structure. Jusque-là, on croyait que c'était une colline naturelle. Le plus étonnant, c'est la forme de cette structure. Elle ne ressemble en rien à une construction maya. Edwin Roman se rend sur les lieux pour examiner ces ruines étranges. Il sait exactement ce qu'il cherche. Il lui suffit de suivre la carte extrêmement précise établie grâce au système de détection laser. On commence à l'apercevoir, juste devant nous. Une fois devant la structure, ses doutes se confirment. Cette construction du IVe siècle n'est pas l'œuvre des Mayas. Quand on a découvert cette pyramide, on l'a trouvée vraiment étrange. Elle a attiré notre attention, car la seule structure similaire chez les Mayas se trouve à 1000 km d'ici, dans la cité de Teotihuacan. Teotihuacan était l'une des cités-États les plus puissantes de Mésoamérique. Elle comptait environ 100 000 habitants. D'après Edwin Roman, cette pyramide serait la preuve que Tikal aurait été occupée par des habitants de Teotihuacan au IVe siècle. Les rivalités et luttes de pouvoir étaient donc constantes dans la société maya. La guerre était très importante pour les Mayas. Ils étaient toujours en conflit avec leurs voisins pour une raison ou pour une autre. Comme tous les peuples, les Mayas convoitaient les ressources des autres royaumes. Les rois dirigent en personne les guerres, sous forme de raids et d'escarmouches à petite échelle. L'objectif n'est pas de tuer, mais de faire des prisonniers afin de les offrir aux dieux en sacrifice. Et naturellement, aucun prisonnier n'a autant de valeur qu'un roi ennemi. Selon la légende, lorsque les rois serpents envahissent Tikal en 562, ils sacrifient le roi sur son propre autel. Les rois serpents sont de redoutables guerriers.
Après Tikal, ils conquièrent Palenque et contraignent la reine à leur céder son trône. Mais après des siècles de domination, les Mayas abandonnent mystérieusement leur cité au IXe siècle. Cela reste la plus grande énigme de leur histoire. À San Claudio, au Mexique, une autre équipe tente aujourd'hui de l'élucider grâce à la géologie. Comme vous le voyez, c'est un tout petit lac, mais il est profond. Il atteint 28 mètres par endroit. Takeshi Nakagawa est paléoclimatologue. Il pense que la clé du mystère pourrait se cacher au fond de ce lac. Il n'y a pas d'oxygène au fond du lac, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune forme de vie. La boue et les sédiments se sont accumulés au fil des siècles sans être déplacés par des organismes vivants. Et les sédiments contiennent des informations sur cet environnement tel qu'il était il y a des siècles, sur le niveau de pollution, les conditions climatiques, la faune et la flore. Ce lac se situe tout près d'un site maya. On pense trouver des sédiments couvrant toute la période maya, depuis l'arrivée de ces premiers habitants jusqu'à leur départ. Les chercheurs construisent une plateforme flottante afin de prélever des échantillons du fond du lac, là où il est le plus profond. Ils espèrent ainsi expliquer la chute d'une civilisation. À Palenque, une autre équipe s'intéresse au contraire aux éléments qui attestent le rayonnement de la civilisation maya. Ses dirigeants ont fait ériger des monuments spectaculaires à leur gloire et à celle de leurs dieux. Palenque abrite certaines de leurs plus belles réalisations. Rodrigo Liendo explore le palais de la cité dans l'espoir d'en savoir plus. Le palais de Palenque est le monument le plus important de la cité, car c'était ici que les grandes décisions administratives et politiques étaient prises. Ce palais a été construit entre le 7e et le 9e siècle. Aujourd'hui, il reste une tour de garde, plusieurs cours et même des toilettes intérieures. Près de l'entrée se trouve une frise intrigante qui raconte une scène de la vie des rois mayas. Cette frise représente un groupe de prisonniers sur le point d'être sacrifiés. Elle décrit un moment clé dans l'histoire de Palenque, lorsque l'armée du roi Pakal triomphe d'une cité rivale et capture son souverain. Pakal voulait faire passer un message en exposant à tous ceux qui entraient dans son palais l'un des moments phares de son règne. Il voulait que les visiteurs et les hauts dignitaires ressentent de la peur. Les rois mayas règnent sur leur sujet en suscitant à la fois le respect et la peur. Entourés de leurs conseillers, ils vivent dans le luxe absolu. Des restes humains appartenant à des membres de l'élite ont été retrouvés à Palenque. Luis Núñez est ostéo-archéologue. Il examine un crâne qui aurait appartenu à un homme d'une quarantaine d'années. Il reposait aux côtés de 15 autres personnes, toutes dans un cercueil individuel. Son statut social était très élevé. Il appartenait à l'élite de la société. En observant le crâne de plus près, Luis Núñez remarque que sa forme est inhabituelle. Ce qu'on a ici est un très bel exemple de modification crânienne artificielle. La majeure partie de la population présente ce type de modification. Cette modification crânienne consistait à déformer le crâne encore mou des bébés en les serrant entre deux planches de bois.
En fusionnant, les os prenaient cette forme allongée. D'après Luis Núñez, cette coutume maya avait un objectif à la fois pratique et spirituel. Certains pensent que c'est en lien avec le statut social. Un symbole de beauté peut-être. En toute honnêteté, c'est assez mystérieux. Ce n'était pas le seul signe ostentatoire de supériorité sociale. La dentition présente elle aussi d'étranges caractéristiques. Un autre détail très intéressant est la modification dentaire. Dans ce cas précis, on voit que 4 dents du haut ont des incrustations noires et vertes. Les Mayas ornaient leurs dents de pierres précieuses en jade ou en obsidienne. Les membres de l'élite de Palenque avaient recours à ces pratiques. Mais en était-il de même à Copán? Les fouilles archéologiques en cours dans la cité devraient permettre de le découvrir. Seiichi Nakamura et son équipe poursuivent leurs recherches dans le temple 11. Il est très probable que la tombe du 15e roi se trouve quelque part dans ce temple. Je ne suis pas le seul à le penser. Tous les archéologues qui travaillent à Copán sont du même avis. L'équipe a installé son matériel de myographie dans une galerie du temple et les analyses vont durer plusieurs mois. En attendant les résultats, Seiichi Nakamura décide d'examiner un temple effondré à proximité de l'escalier hiéroglyphique de Copán. Il pense que ces ruines pourraient cacher une autre tombe royale. Ce temple est associé à l'escalier hiéroglyphique, car il se trouve juste à côté. Pour cette raison, on pense que le 14e roi, le père du 15e roi, qui a fait construire cet escalier, pourrait avoir été enterré dans ce temple par son fils. Il s'agit du temple 7. S'il renferme une tombe, elle contient sans doute de précieux indices quant à la chute de la dynastie de Copán. Seiichi Nakamura pense que la mort tragique du 13e roi serait à l'origine de ce déclin. C'est l'un des événements les plus célèbres de l'histoire de la civilisation maya. Après cette tragédie, le 14e roi est monté sur le trône. Après la capture et l'assassinat du 13e roi par un rival, la dynastie de Copán perd de son influence. Découvrir la tombe de son successeur, le 14e roi, serait une avancée considérable. Comprendre comment s'est déroulé le déclin de Copán nous en apprendrait beaucoup sur les autres cités mayas. On pense que le processus a été le même pour tous les royaumes. Ils ont tous disparu de la même façon. Les objets funéraires constituent une mine d'informations sur la situation économique et politique d'une cité à une période donnée. Voilà pourquoi il est si important d'en exhumer ici, à Copán. Parmi les ruines, l'équipe fait rapidement une découverte macabre. Des ossements humains. Le corps ne semble pas avoir été enterré intact. On ne retrouve pas de squelette entier. Au lieu de ça, des os de bras et de jambes sont éparpillés un peu partout. Près des ossements gisent des brûleurs d'encens et des fragments de jade datant de plus de 1000 ans. Des prêtres mayas se seraient livrés à un rite à cet emplacement. Au cours de la cérémonie rituelle, des brûleurs d'encens ont été enterrés, des os humains ont été déposés, sans doute en guise d'offrande, et des fragments de jade ont été jetés dans la terre avec le reste. Il pourrait s'agir d'un rite sacrificiel destiné à inaugurer le temple. Des ossements exhumés ailleurs dans la cité confirment l'existence de tels sacrifices humains.
Sous l'escalier hiéroglyphique, les archéologues découvrent une dalle de calcaire du 5e siècle. Elle porte le nom des premiers rois de Copan. Sous la dalle se cache une petite crypte circulaire remplie d'offrandes. Elle contient des traces de mercure, 3 crânes humains, le squelette complet d'un puma et le squelette d'un être humain enterré en position assise et dont certaines parties sont noircies ou calcinées. Pourrait-il s'agir de la sépulture d'un roi? David Sedat souhaite analyser le contenu de cette tombe afin d'en savoir plus sur les rites funéraires mayas. Il se rend au centre de recherche archéologique de Copan. D'après l'emplacement de la sépulture et la présence d'une sculpture dynastique, il pourrait s'agir d'un roi. Mais l'analyse du squelette ne confirme pas cette hypothèse. Les mensurations des hanches indiquent qu'il s'agit d'une femme. Cette découverte est inattendue. C'est le squelette d'une jeune femme, plutôt gracieuse, d'environ 25 ans. En examinant les ossements, David Sedat observe que l'avant-bras droit est fracturé. Une fracture liée à un combat. Cette femme présente des blessures qui correspondent à celles d'une guerrière. Après cette découverte, les archéologues en déduisent que les armées mayas comptaient aussi des femmes. Cette guerrière a été inhumée avec 3 crânes d'hommes, des carapaces de tortues, des ossements de cerf, un squelette de puma et d'innombrables bijoux en jade. De toute évidence, ce n'est pas une sépulture ordinaire. C'est très intéressant, car les crânes humains sont encore rattachés aux vertèbres du cou. Et ces vertèbres présentent des traces d'entailles très nettes qui indiquent que les têtes ont été tranchées. C'est la preuve d'un sacrifice par décapitation. Il pourrait s'agir des victimes d'un sacrifice de groupe. Les Mayas sacrifiaient souvent des guerriers ennemis capturés au combat. L'analyse isotopique révèle que cette femme n'était pas originaire de Copan, mais d'une région beaucoup plus au nord. Il y a une forte probabilité que cette femme ait elle-même été victime d'un sacrifice. Chez les Mayas, le sacrifice occupait une place centrale dans la religion. Ce n'était pas un acte gratuit. C'était un rite très important lié à la résurrection, la renaissance, au renouveau même de la vie. Cette découverte apporte un nouvel éclairage sur les pratiques funéraires des Mayas. À Copan, l'équipe japonaise continue de chercher la trace d'autres tombes royales. Seiichi Nakamura se concentre sur les ruines du temple 7. On a décidé d'entreprendre des fouilles à cet endroit en raison de la présence de cet escalier. Les Mayas avaient pour habitude d'enterrer des offrandes importantes ou des restes de sacrifices sous les marches de l'entrée des temples. C'est pour ça qu'on creuse précisément à cet emplacement. Seiichi Nakamura espère exhumer la sépulture du 14e roi de Copan. Une découverte macabre confirme qu'il est sur la bonne piste. Quand un crâne est retrouvé dans un temple associé à une dynastie, il symbolise la puissance du roi. Il faut ajouter à cela la signification habituelle du crâne, c'est-à-dire la mort et les rites funéraires. Non loin de là, une section de mur attire l'attention de l'archéologue.
elle ne ressemble pas au reste du monument. Sur ce pan de mur, les pierres sont parfaitement alignées. Et il y a une trace de coupe très nette des deux côtés. Mon interprétation est que ce mur a été découpé. Je pense que les Mayas l'ont ouvert à cet endroit pour y cacher quelque chose, et qu'ils l'ont scellé ensuite. Pour Seiichi Nakamura, il s'agit de l'entrée d'un passage secret. Ce ne sont que des suppositions, mais si une tombe royale se cache en effet sous le temple 7, cette section de mur est peut-être l'accès à un passage souterrain. Il faudra plusieurs mois aux archéologues pour dégager cette entrée. J'ai un bon pressentiment. Les rites funéraires mayas ont pour but d'apaiser les dieux et de faciliter le passage du défunt dans l'au-delà. Mais dans la vie, les Mayas avaient aussi des façons bien particulières de communiquer avec leur divinité. Une frise, réalisée sur une dalle de calcaire, illustre ces pratiques. Panos Kratimenos l'examine avec attention. Elle date de 725 environ et représente un roi qui brandit une torche. Sa reine est agenouillée à ses côtés. On voit la reine passer une cordelette recouverte d'épines à travers sa langue pour faire couler le sang. L'automutilation est une pratique courante chez les Mayas. Les individus de haut rang se tranchent les oreilles, la langue et d'autres parties sensibles du corps avec des aiguillons de raie ou des lancettes en obsidienne. Ils le font dans un but bien précis. Les élites menaient une vie très privilégiée, mais elles devaient en payer le prix de leur propre sang. Les rois mayas prétendent communiquer avec le monde surnaturel et revendiquent ainsi leur légitimité. Leur mission est de s'adresser aux dieux et de s'attirer leur faveur. Le moyen le plus efficace pour eux de demander des faveurs aux dieux était de leur offrir leur sang. Ce sacrifice présente l'avantage de pouvoir être réitéré, mais il n'est pas pour les cœurs fragiles. C'était très douloureux. Quand il fait chaud et humide, les plaies cicatrisent très mal. Donc c'était potentiellement dangereux aussi. Qui sont ces dieux assoiffés de sang et quel est leur rôle dans la vie quotidienne des Mayas? À Copan, David Sedat enquête sur ces mystérieuses divinités mayas. Des indices se cachent partout dans la cité, comme ces sculptures d'un oiseau aux couleurs chatoyantes, l'ara rouge. Le hara est un oiseau très fier et très bruyant. Il crie plus fort que tous les autres. Les haras sont très répandus à Copan à l'époque des Mayas. À Copan, de nombreuses sculptures montrent le roi divin et les nobles avec des coiffes aux longues plumes. Ce devait être un spectacle magnifique. Mais pour les Mayas, l'ara est bien plus qu'un oiseau d'ornement. Il joue un rôle important dans l'histoire de la création. Quand les dieux mayas ont créé le monde, il n'y avait ni être humain, ni lumière sur Terre. Seulement un oiseau vaniteux appelé Vucub Caquix, qui se vantait d'être le soleil, la lune et la lumière réunis. Les dieux ont tenté de créer des hommes avec de la boue et du bois, mais ils n'avaient pas d'âme et ne pouvaient pas les adorer. Alors les dieux les ont détruits. Puis un jour, des jumeaux ont lancé un défi à l'oiseau démon et ont triomphé de Vucub Caquix. Après avoir surmonté de nombreuses épreuves, les jumeaux sont devenus la lune et le soleil. Et les dieux ont créé les êtres humains à partir d'épis de maïs. Les Mayas vénèrent plus de 160 divinités. Des êtres complexes, aux fonctions élaborées et multiples. Les Mayas croyaient en un univers fractal, un monde qui évoluait en permanence et formait de nouvelles dynamiques.
Si les dieux sont en colère, ils peuvent punir la cité en provoquant une mauvaise récolte ou une sécheresse. Il est impératif de les satisfaire en toutes circonstances. Cependant, la nature est parfois plus forte, et les Mayas doivent rivaliser d'ingéniosité pour la dompter. À 270 km de là, la remarquable cité de Tikal en témoigne. L'archéologue Livy Grazioso étudie les Mayas depuis plus de 30 ans. Elle pense que leur survie reposait sur un élément très simple, l'eau. On a une saison humide et une saison sèche. Et la saison sèche dure parfois plus de 4 mois. Les Mayas devaient s'assurer que tout le monde avait assez d'eau pendant cette période. Les lacs ne se forment pas naturellement à Tikal, car le soubassement en calcaire est poreux. Lorsqu'il pleut, l'eau est très vite absorbée par le sol. Alors, comment accumuler des réserves d'eau suffisantes pour alimenter la population ? La réponse est désormais enfouie sous une jungle épaisse. Lors d'une exploration, Livy Grazioso remarque une différence de niveau importante à un emplacement de la forêt. On se trouve actuellement dans la réserve d'eau du palais. Il y avait tout un ensemble de réservoirs dans le palais de Tikal. Ces réservoirs font partie d'un réseau hydraulique gigantesque. À Tikal, les Mayas construisent des canaux pour recueillir l'eau de pluie qui déferle des monuments et des routes. Ils creusent un bassin profond, le tapissent d'argile et édifient un barrage en pierre de 10 mètres, qui fait également office de pont. À la saison des pluies, cet énorme réservoir de plus de 180 mètres de diamètre se remplit d'eau. Le trop-plein se déverse dans un bassin encore plus grand, situé en aval. 500 ans avant notre ère, les Mayas commencent à bâtir des réservoirs comme celui-ci, en plein cœur de Tikal. Ils en construiront une vingtaine, jusqu'au début du Xe siècle. Mais dans une cité aussi peuplée, entretenir la propreté de l'eau relève de l'impossible. Nos analyses ont trouvé des cyanobactéries et des traces de contamination au mercure. C'est très toxique. Les Mayas ont dû inventer un système de filtration de l'eau afin que tout le monde puisse la consommer. C'est là que toute leur inventivité entre en jeu. Dans une mine située à 30 km de Tikal, les Mayas extraient de la roche volcanique et du sable qu'ils rapportent dans la cité. Le sable contient un cristal appelé zéolite, qui fonctionne comme un filtre moléculaire et permet d'évacuer les toxines. Cette technique de filtration est encore utilisée aujourd'hui. Les ingénieurs fabriquent également de grands filtres en sable, qu'ils disposent à l'extrémité des canaux. Ce système est utilisé entre l'an 200 avant notre ère et l'an 1000. C'est la première centrale de purification de l'eau de l'histoire de l'humanité. Pour les rois mayas, avoir ainsi la capacité de contrôler l'eau était un atout capital. C'était un signe de prestige et également de pouvoir. Grâce à ce réseau hydraulique révolutionnaire, les habitants de Tikal ont accès à l'eau potable toute l'année. Mais leur survie reste précaire. Et vers la fin du Xe siècle, Tikal, comme les autres grandes cités mayas, finira par être abandonnée. À San Claudio, au Mexique, les paléoclimatologues japonais continuent de chercher pourquoi les Mayas ont ainsi déserté leur cité. Les historiens ont toujours dit que le changement climatique avait influencé la naissance et la chute de la civilisation maya classique, mais c'est très difficile à vérifier. L'équipe a terminé de construire sa plateforme flottante. Grâce à un instrument appelé un carottier, elle peut maintenant prélever des échantillons sédimentaires, des carottes.
On va essayer de descendre à 10 mètres, là où les sédiments sont les plus profonds. La vase alourdit considérablement le matériel et il faut beaucoup de force pour remonter le carottier une fois qu'il est enfoncé dans le fond du lac. C'est un processus très délicat. Il faut descendre l'instrument jusqu'à la profondeur voulue et le remonter sans endommager la carotte. Doucement. Chaque échantillon mesure 60 cm de long et est constitué de nombreuses couches de sédiments appelées des varves. Comme les anneaux d'un arbre, chaque varve représente une année. Il y a une saison sèche et une saison humide dans la région. Les sédiments accumulés à chaque saison forment des rayures très nettes de différentes couleurs. Le résultat est une suite de strates plus claires et plus foncées. Si un événement climatique majeur a entraîné la chute de la civilisation maya, il sera visible dans ces couches sédimentaires. Chaque carotte est soigneusement analysée. Voici le haut et le bas. L'échantillon suivant sera sans doute plus net que celui-ci. L'équipe doit analyser les carottes au Japon. Les résultats ne seront pas disponibles avant de longues semaines. Tout comme les sédiments du lac, les objets contenus dans les tombes royales pourraient expliquer l'effondrement de la civilisation maya classique. À Copan, l'archéologue David Sedat s'intéresse à une denrée encore très prisée aujourd'hui. Son équipe l'a découverte dans la sépulture d'un roi. Quand on a ouvert sa tombe, on a eu le souffle coupé. À la lumière de la lampe électrique, cet objet somptueux étincelait comme un joyau. On l'a tout de suite surnommé le Dazzler. On était bouche bée, c'était vraiment palpitant. L'un des moments les plus forts de ma carrière. Le Dazzler, qui signifie l'éblouissant, est une superbe pièce d'artisanat enfouie depuis 1500 ans. Ce vase tripode, doté d'un couvercle, est l'un des plus beaux trésors mayas découverts à ce jour. À l'intérieur, il y avait une couche épaisse marron foncé. On l'a analysé, c'était du chocolat. Les résidus de chocolat ont une longévité exceptionnelle, au-delà d'1 millier d'années. Aujourd'hui, le chocolat est consommé dans le monde entier grâce aux Mayas. Je vais ouvrir cette cabosse en lui donnant un coup sec. À l'intérieur, il y a des graines recouvertes d'une délicieuse pulpe sucrée. C'est vraiment le fruit des dieux, le cacao. Cette pulpe a un goût inimitable. Les Mayas savent fabriquer du chocolat à partir des fèves de cacao. Les Mayas consommaient le chocolat en boisson, sans sucre. Mais ils y ajoutaient de la vanille ou d'autres saveurs exotiques. Pour les Mayas, c'est bien plus qu'une boisson savoureuse. Le chocolat était la nourriture de l'âme, le fruit des dieux. Les fèves de cacao sont utilisées comme monnaie d'échange. C'est une denrée si convoitée que les Mayas enterrent leur roi avec des pots magnifiquement décorés, emplis de chocolat. Mais une offrande funéraire est encore plus précieuse que le cacao, le jade. L'archéologue Marie-Lou Riedinger est spécialiste du commerce chez les Mayas. Elle s'intéresse à l'importance de cette gemme dans leur culture. Le jade était ce que les Mayas avaient de plus précieux dans leur patrimoine culturel. Le jade est extrêmement rare et plus dur que l'acier. Dans un monde où les outils en métal n'existent pas, c'est une pierre unique et d'une valeur inestimable. Ils pensaient que le jade était indestructible.
Il a une durée de vie de 400 millions d'années, il est presque éternel. Donc pour eux, il représentait l'immortalité. Le jade, à l'état naturel, a l'apparence d'une roche ordinaire. Mary-Lou Riedinger analyse un fragment en laboratoire, faute de pouvoir l'identifier à l'œil nu. Elle se sert de deux liquides à très haute densité. Presque toutes les pierres flotteront dans ce mélange. Mais le jade est si dense qu'il tombera au fond du pot. Je commence par ce fragment qui, à mon avis, n'est pas du jade. La pierre flotte. Elle n'est pas assez lourde. L'archéologue fait l'essai avec l'autre fragment. Il a coulé. Ça veut dire que c'est du jade. On va pouvoir faire un très beau bijou avec. Aujourd'hui, les joailliers utilisent une scie diamant pour tailler le jade. Mais à l'époque maya, les artisans n'ont que des outils en pierre à leur disposition. La seule pierre plus dure que le jade au Guatemala était le grenat. Alors, ils montaient une lame en grenat au bout d'un outil en bois pour tailler le jade. Il faut des semaines, parfois des mois aux Mayas pour tailler une seule pierre. Mais leur patience est largement récompensée. Car si le jade est prisé pour sa beauté, il est aussi synonyme de pouvoir. Contrôler le commerce du jade était fondamental pour les Mayas. Ils forgeaient des alliances politiques avec ceux qui vivaient près d'un gisement de jade pour accéder au pouvoir. Le contrôle des ressources était ce qui faisait tourner le monde. C'est encore le cas aujourd'hui. Cette gemme occupe une place essentielle dans la culture maya. Des offrandes en jade sont enterrées avec les rois et les reines. Nombre de ces trésors se cachent encore dans les temples et les tombes de leur cité. À Copan, l'équipe japonaise continue de chercher la sépulture du 15e roi dans le temple 11. Pour la trouver, leurs instruments doivent être orientés dans la bonne direction. Après un mois d'attente, les premières analyses révèlent qu'ils ont manqué leur cible. Seiichi Nakamura décide d'examiner une autre section du temple. Il y découvre une ouverture prometteuse. C'est très dangereux. Le centre de recherche nous a demandé de ne pas descendre, car les marches pourraient s'effondrer. Un escalier en pierre s'enfonce dans l'obscurité. Comme il ne peut pas descendre, l'archéologue se sert d'une caméra pour regarder à l'intérieur. L'escalier débouche sur un conduit de 5 mètres de profondeur qui donne sur une petite chambre souterraine. Les tombes royales déjà découvertes dans les cités mayas étaient composées d'une chambre funéraire pour accueillir la dépouille du roi et d'une petite pièce destinée aux offrandes, située directement au-dessus ou en diagonale. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Cette mystérieuse cavité serait donc toute proche de la tombe. Je pense qu'il y a une tombe royale juste à côté ou en dessous, en diagonale. Maintenant qu'ils savent où chercher, les experts peuvent se remettre au travail. Ils modifient l'orientation du matériel afin qu'il soit directement en face de l'emplacement présumé de la tombe. On pense qu'elle est de ce côté. On a déjà disposé des plaques orientées dans cette direction et au fond également. L'astrophysicien Kunihiro Morishima est confiant. Tout dépend de sa dimension, mais si elle mesure dans les 2 mètres, on devrait la voir. Leur système de détection par muon fonctionne comme un gigantesque appareil de radiographie. Découvrir la tombe du 15e roi pourrait permettre d'expliquer ce qui taraude les archéologues, l'effondrement de la civilisation maya classique.
De son côté, René Viel poursuit sa propre enquête à Copan. Il examine un hôtel carré, de forme inhabituelle chez les Mayas. La face sud de cet hôtel représente un homme qui prétend être le successeur, l'héritier du 16e roi. Il dit maintenant, c'est moi le roi. Et nous avons une date, 822. Cet hôtel commémore l'accession au trône du 17e roi de Copan. Mais sa construction semble avoir été interrompue. Sur l'autre face du monument, on peut voir que les sculpteurs ont commencé à graver le monument, mais ils ne l'ont pas terminé. Et donc quelque chose de soudain est arrivé qui a fait que la vie dans la cité s'est arrêtée. Et cela marque donc bien la fin de Copan. D'après René Viel, cet hôtel aurait été édifié au moment de l'abandon de Copan par ses habitants. C'est pour cela qu'il n'aurait jamais été terminé. La fin de Copan doit être vue dans le contexte général de la fin de la civilisation classique maya. Les raisons qui ont présidé à ce déclin n'est encore pas très claires. La fin de la royauté entraîne un déclin progressif de la ville au cours du siècle suivant. Des guerres éclatent et la population est affaiblie. Copan est progressivement désertée avant d'être abandonnée au XIIIe siècle. Je crois qu'en quelques décades, la population ici est passée de 25 à 30 000 personnes à peut-être 5 000 personnes. Avec 5 000 personnes, il n'est plus possible de maintenir un site comme celui de Copan. D'autres cités puissantes, comme Palenque et Tikal, sont également désertées, précipitant la chute de toute une civilisation. Au Japon, l'équipe de paléoclimatologues analyse les échantillons de sédiments prélevés dans le lac. Il faut les inverser. Chaque carotte mesure 60 cm et présente des centaines de varves. Comme ça? Oui. Je pense qu'on devrait pouvoir revenir à une époque très ancienne. Ils disposent en tout de 6,50 m de couches sédimentaires, qui remontent 1000 ans avant notre ère, à l'époque préclassique de la civilisation maya. Mais si les varves ont été endommagées, elles ne seront pas exploitables. Je pense avoir de belles varves ici. Si on regarde bien, on distingue deux types de strates, noires et blanches. Elles doivent contenir des informations sur le taux de précipitation et l'environnement. Après examen, les échantillons sont intacts et l'équipe peut commencer son analyse. Si des inondations, une sécheresse ou une activité humaine inhabituelle ont provoqué la chute des Mayas, la preuve devrait être visible dans les sédiments. Takeshi Nakagawa ne tarde pas à faire une découverte intéressante. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. C'est une feuille. On voit la veine au centre. Cette feuille est parfaitement conservée depuis plus de 1000 ans. Elle va permettre de dater cette couche sédimentaire avec précision et d'en apprendre plus sur l'histoire maya. Au Guatemala, Livy Gracioso étudie l'hypothèse d'une catastrophe naturelle ayant provoqué l'abandon des cités. Elle se rend au pied d'un des nombreux volcans actifs du pays. Le Pacaya. Il se dresse à 2550 mètres d'altitude, à environ 500 km au sud de Tikal. Le Pacaya entre souvent en éruption. Parfois, il ne crache que des colonnes de fumée. Mais il provoque très souvent des coulées de lave. Les cendres sont rejetées dans l'atmosphère
et parcourent ainsi des milliers de kilomètres. Puis elles retombent, nourrissent les sols et les rendent très fertiles. La cendre volcanique contient du magnésium et des phosphates, des minéraux utilisés aujourd'hui pour fabriquer de l'engrais. En analysant des échantillons de sol à Tikal, les archéologues ont trouvé des traces de cendres volcaniques portées par le vent. Mais un jour, le vent a tourné. Quand les vents dominants changent de direction, les cendres ne se déposent pas au même endroit que d'habitude. Sans cet engrais naturel, les récoltes seraient devenues insuffisantes pour nourrir toute la population de Tikal. Mais d'après Livy Grazioso, c'est un autre événement, plus catastrophique encore, qui aurait poussé les habitants à abandonner leur cité. Dans les échantillons du sol, on a trouvé la trace d'au moins 3 éruptions volcaniques majeures, très violentes, datant de l'époque où les cités ont été désertées. Ces éruptions dévastatrices ont forcément eu un impact sur l'environnement. Les réservoirs se sont remplis de cendres et l'eau est devenue rare. Les conséquences ont été dramatiques pour la société. Les Mayas ont sans doute cru que c'était la fin du monde. Au milieu du Xe siècle, ces villes, autrefois puissantes, sont désertées. Leurs habitants ont disparu. Qu'est-il advenu de tous ces Mayas après l'abandon de leur cité? La réponse se trouve peut-être sur le site de Chichén Itzá, au Mexique. Livy Grazioso se rend sur place. Au cœur de la cité se dresse une immense pyramide de 30 mètres de hauteur et 55 mètres de largeur, à 9 niveaux, surnommée El Castillo. El Castillo est l'un des monuments les plus célèbres de Chichén Itzá, en raison de sa beauté et de son architecture. Cette pyramide pourrait renfermer des informations capitales sur le sort des Mayas. En effectuant des fouilles, les archéologues découvrent non pas une, mais 3 pyramides gigognes, imbriquées comme des poupées russes. La plus petite a été construite vers l'an 500 et la deuxième 200 ans plus tard. Mais la pyramide extérieure, la plus grande, a été achevée bien plus tard, à l'époque post-classique, entre 1050 et 1300. Qui, sinon les Mayas, a bien pu construire cette pyramide? De nombreuses cités avaient été désertées, mais d'autres étaient encore occupées à cette époque. Elles se sont développées et sont devenues d'autant plus influentes et plus riches. Chichén Itzá en faisait partie. Cette pyramide grandiose est l'œuvre des Mayas. C'est la preuve qu'après l'abandon de cités prospères, comme Copán et Tikal, d'autres villes ont pris de l'importance. Cette région était peuplée depuis longtemps. Mais après l'abandon des autres grandes cités, Chichén Itzá s'est considérablement développée, disons à partir de l'an 1000. Chichén Itzá devient une capitale maya alors que les autres cités tombent en ruine. Mais l'effondrement de la société entraîne des conséquences à long terme. Pendant longtemps, les sacrifices humains étaient rares et réservés aux grandes occasions, comme la mort d'un roi. Mais après le Xe siècle, ils deviennent plus fréquents. Lors d'un jeu de balle, les joueurs de l'équipe perdante risquent d'être décapités. Les crânes sont exposés au vu et au su de tous, aux côtés de ceux de prisonniers de guerre, également sacrifiés. Et non loin de là, 200 hommes, femmes et enfants sont jetés dans un puits, morts au vif. D'où vient ce désir soudain d'apaiser les dieux coûte que coûte?
On a trouvé des preuves de la recrudescence des sacrifices. Non seulement ils étaient plus nombreux, mais aussi plus variés. D'après Livy Grazioso, la période de chaos aurait conduit les Mayas à se tourner davantage vers la religion. En période de crise, les êtres humains ont tendance à se réfugier dans la religion et à devenir plus extrémistes. Dans le cas des Mayas, ils ont multiplié les sacrifices et les rites pour satisfaire les dieux et tenter de maintenir l'équilibre dans leur société. Après l'effondrement, les Mayas ont recréé une société à Chichén Itzá. Mais elle était très différente de la précédente, minée par l'instabilité, la guerre et les troubles politiques. Les historiens qui étudient cette transformation radicale la comprennent désormais un peu mieux chaque jour. Au Japon, l'équipe chargée de l'exploration du Temple 11 examine le fruit de ses recherches. C'est l'entrée, là où le temple est effondré. Devant, je vois. Ils ont créé une maquette en 3 dimensions qu'ils comparent à leur relevé. D'éventuelles anomalies pourraient indiquer la présence d'une tombe. En comparant nos données et les simulations en 3D, on peut repérer des cavités cachées dans les structures complexes de la pyramide. Mais les nombreuses galeries et sections effondrées du temple rendent l'analyse difficile. On peut très bien passer à côté d'une chambre vide simplement parce que son image se superpose avec des éléments d'arrière-plan qui empêchent de la voir clairement. Pour l'instant, aucune tombe royale n'est visible. Mais armés de ces nouvelles informations, les chercheurs comptent reprendre les fouilles à Copan. On travaille avec une technologie pionnière. Ce type de recherche n'a jamais été effectué sur des sites mayas, ni nulle part ailleurs en Amérique centrale ou du Sud. Je pense qu'on a de grandes chances de réussir. Malgré les efforts des scientifiques japonais, le Temple 11 garde jalousement ses secrets pour l'instant. Tous les espoirs reposent désormais sur l'équipe de paléoclimatologues. Le territoire maya a couvert jusqu'à 340 000 km², avec près de 10 millions d'habitants. La disparition d'une telle civilisation combine certainement plusieurs facteurs. Au Japon, Ikuko Kitaba et son équipe cherchent une explication dans les échantillons sédimentaires prélevés au fond du lac. Ils commencent par examiner le taux d'azote. Et ils sont stupéfaits par les résultats. Le niveau augmente très nettement avant de dégringoler d'un coup. Je n'ai jamais vu ça. Le taux d'azote est anormalement élevé. Puis, vers le 9e siècle, il chute brusquement. Tout ça, c'est à cause des excréments. Quand il y a beaucoup d'excréments, le taux d'azote monte en flèche. La présence d'azote est un signe d'activité humaine. Les relevés indiquent que la population a radicalement chuté au 9e siècle. Pourtant, à leur grande surprise, les scientifiques ne trouvent aucune trace d'événements climatiques majeurs. On espérait voir des signes de changement climatique, mais les données nous montrent surtout beaucoup d'activités humaines. On n'est pas du tout certain de trouver ce qu'on cherche. Ikuko Kitaba aimerait explorer une autre piste. Il est possible que l'exploitation agricole ait provoqué des changements irréversibles au niveau des sols. C'est une hypothèse très plausible.
La surexploitation des sols a peut-être joué un rôle dans l'effondrement de la civilisation maya. Les analyses sédimentaires ne sont pas concluantes. Elles ne présentent aucune trace de catastrophe naturelle, mais elles ouvrent la porte à des recherches inédites. Aucun échantillon contenant des varves aussi nettes n'a jamais été prélevé. On évolue vraiment en territoire inconnu. On ne sait pas du tout ce qu'on va trouver, mais je pense que nos recherches peuvent avoir des répercussions phénoménales. L'histoire maya ne s'arrête pas avec la disparition de la civilisation classique. Après cette période de chaos, une nouvelle société se développe et prospère pendant des siècles. Mais elle finit à son tour par s'éteindre. Luis José Hernandez est historien. Il cherche des réponses sur l'île de Flores, au Guatemala. Il y avait 21 petites pyramides mayas ici. Aujourd'hui, il y a une église. Elle a été construite sur les ruines d'un temple maya. Il y a 400 ans, une ville maya débordante d'activités se dressait ici, jusqu'à sa destruction par les Espagnols. Les Espagnols arrivent au Mexique en 1519. Ils conquièrent rapidement les territoires aztèques. Mais les Mayas leur opposent une résistance féroce. Il faudra 170 ans aux conquistadors pour soumettre tout leur royaume. En février 1697, ils attaquent le dernier bastion maya, l'île de Flores. De nombreux combattants mayas meurent sous les balles des Espagnols. Les rares rescapés sont contraints d'abandonner leur ville. Combien sont morts exactement? On l'ignore. D'après les récits historiques, le lac aurait changé de couleur. Il serait devenu rouge sang. La ville moderne de Flores est construite sur les ruines mayas. C'est le deuxième peuplement continu le plus ancien du continent américain. Après la conquête espagnole, ce sont les maladies venues d'Europe qui déciment la population. Aujourd'hui, 6 millions de descendants des anciens Mayas vivent encore dans la région. Les Espagnols ont tout anéanti, mais ils n'ont pas détruit les coutumes, les traditions, ni même la langue. Les ruines des vastes royaumes mayas ont longtemps été enfouies sous une jungle épaisse. Grâce au progrès de l'archéologie, ces vestiges dévoilent désormais les secrets d'une civilisation exceptionnelle. Des secrets cachés dans des temples spectaculaires. Des textes longtemps impossibles à déchiffrer. Et des trésors funéraires inestimables. Des secrets enfouis jusqu'au fond des lacs. Grâce à des outils en pierre, les Mayas ont construit des monuments immenses et des sépultures fastueuses pour leurs rois et leurs reines. Leurs ingénieurs sont parvenus à dompter une nature hostile. Et lorsque leurs cités se sont effondrées, d'autres se sont élevées, plus grandioses que les précédentes. De nombreuses questions demeurent sans réponse et bien des mystères restent à découvrir. Mais grâce à la science et à la technologie, nous approchons chaque jour un peu plus de la vérité sur les anciens Mayas.